En panne de sens, nous revoilà. Nous sommes ici le deuxième et quatrième lundi de chaque mois. Nous sommes 4 aujourd'hui, donc Yann, bonjour. Bonjour. Salut Sébastien. Salut Luc. Et à la technique, nous avons aujourd'hui l'aide de Léo. Elle vous fait signe bonjour Voilà. tout le monde. Voilà, elle n'a pas de micro devant sa bouche. Alors aujourd'hui, on va parler de bulles et de bulles spéculatives, de bulles économiques. Donc une bulle économique, on sait à peu près tous ce que c'est, mais si on veut remettre un petit peu de contexte, c'est donc une situation dans laquelle le prix d'un bien, ou d'un service d'ailleurs, n'importe quoi, est très élevé par rapport à sa valeur. Et notamment dans sa valeur, c'est les profits qu'on pourrait en tirer. Voilà. On sait que les bulles s'agrossissent, on arrive à faire de l'argent avec jusqu'au moment où ça nous pète à la gueule. Oui, moi ça on le sait dès qu'on apprend à faire des bulles de chewing-gum en principe. C'est ça, tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on a ? Pourquoi on veut parler de ça ? C'est que c'est dans l'air du temps. On en a un certain nombre de bulles. L'émission c'est pas la bulle, mais ça devrait être les bulles en réalité. Il y en a une annoncée par les gens qui la font, c'est la bulle de l'intelligence artificielle. On a fait une émission sur le sujet il y a quelques semaines. L'IA en 2026, c'est 700 milliards d'investissements. Et je reviendrai un peu dans le détail là-dessus, mais il n'y a toujours pas de vision claire sur la rentabilité de ce machin, alors que ça draine une quantité d'argent hallucinante. Et donc voilà. Il y a un autre sujet qu'on a découvert grâce à Sébastien, qui a un article qu'il a remonté, un article de Frédéric Lordon, économiste bien connu. Surtout des gens qui sont plutôt du côté contestataire. Je reparlerai d'ailleurs à un moment. C'est le private credit. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que c'est une sorte de crédit fait directement entre des investisseurs et des entreprises qui sont trop fragiles pour que les banques daignent leur prêter de l'argent. On leur demande évidemment des rendements super élevés, puisqu'il y a du risque, ils doivent payer 10%. En gros, c'est le rendement à peu près là-dessus. En théorie, c'est très illiquide, donc il est censé y avoir des garanties et des sécurités pour pas que tout ça pète à la gueule du système, sauf que les banques n'ont pas pu s'empêcher d'investir là-dedans et que ces entreprises commencent à avoir de plus en plus de mal à payer et que ce dispositif a du plomb dans l'aile. Il y a les dettes étudiantes, toujours aux États-Unis. Enfin là, ce système-là n'est pas purement américain. Par contre, la dette étudiante, c'est un gros sujet américain dont on parlait depuis un bon moment. De toute façon, spéculer sur les dettes de base, c'est un truc c'est qui est ça, pourri, oui, tout à fait. Ouais. Et là aussi, donc les dettes étudiantes, en gros, aux États-Unis, comme tout est marchandise et tout doit être payé, à commencer par les études, ça arrive doucement chez nous. Les étudiants se sont largement endettés pour payer les écoles. Qui leur promettait d'avoir des postes mirobolants. Ce que je trouve assez dingue, par contre, c'est que les gens s'achètent et se revendent des dettes et s'assurent sur les dettes, etc. Oui, voilà, c'est tout un marché autour. Voilà, et donc, la dette étudiante, il y a plein d'étudiants, enfin de gens qui finissent leurs études et s'aperçoivent que le boulot mirobolant qu'on leur a promis n'est pas là. Et ils doivent rembourser des sommes colossales. Il y en a même qui s'exilent, ils partent vivre dans d'autres pays, ils savent qu'ils ne rentreront jamais aux États-Unis. Sinon, la justice leur mettra la main dessus. Il y en a aussi qui ont enchaîné sur un endettement immobilier aussi, histoire de bien faire. C'est ça. Une bagnole, tant qu'on y est. Oui. Donc l'administration de Biden avait mis en place des mesures pour essayer d'échelonner, de gérer le truc, mais tout ça a sauté suite à une décision de justice lors d'un procès initié par les républicains. Et donc là, on est dans l'inconnu et avec des taux de non-remboursement très élevés, 14% selon l'ordre. Il y a bien sûr des bulles immobilières, on en a en France, avec un immobilier qui n'a fait que monter depuis des années et des années, et des endettements qui vont avec. Mais surtout la Chine, donc c'est une bulle qui est en train de se dégonfler. Ça fait déjà quelques années. Voilà, ça fait quelques années. Des projets mirobolants qui sont en stand-by. C'est ça. Il y a des très grosses entreprises. On pense à Evergrande, société chinoise d'immobilière, qui a commencé à avoir du plomb dans l'aile et à risquer la faillite. Et Xi Jinping a sifflé la fin la fin du match. Et donc le marché s'effondre. L'immobilier coûte
très peu cher, donc il y a des gens qui sont endettés pour payer des biens qui ne valent plus rien aujourd'hui. Cela dit, il y a on va dire qu'il y a peut-être des moyens de rattrapage qui sont différents dans une économie beaucoup plus planifiée, on va dire. Oui, et plus autoritaire. Et de fait, ça se cassait la gueule, donc ça a des effets quand même où ça met un peu l'économie en berne, mais c'est pas l'effondrement et l'éclatement catastrophique qu'on peut craindre. Il y a la survalorisation des entreprises de la tech, donc tous ces gens de la Silicon Valley qui savent faire rêver tout le monde. Et voilà, on a trouvé des références qui disent que ce type d'entreprises c'est difficile d'estimer leur valeur dans le monde de la finance. Donc le meilleur exemple que j'ai, c'est Tesla. Donc aujourd'hui, ils sont en train de se mettre dans un gros agrégat, mais en mars 2025, la valorisation boursière de Tesla était supérieure à celle des 15 plus grandes compagnies automobiles, toutes ensemble. Tout ça en faisant que 2,5, en ayant 2,5% de part de marché, ce qui n'est pas énorme. Et on se rend bien compte que c'est complètement délirant, et c'est pas parce que la voiture est censée être ultra moderne avec un ordinateur à bord que ça change tant la donne que ça. Et au final, on n'a jamais vu le résultat de ce truc-là. Il y a les crypto-monnaies, évidemment, qui, à une époque, étaient des monnaies, ne sont plus des monnaies. Aujourd'hui, on dit que c'est des réserves de valeur. Et bon, ça, ce sont des objets purement spéculatifs. Et puis, il y a eu des trucs qui ont été tentés et qui n'ont pas marché, justement, les NFT, les trucs comme ça. Voilà, tout à fait. Ça, heureusement, ça n'a pas pris. Alors, bien entendu, on trouve toujours des experts et des économistes pour dire que tout va bien et tout est sous contrôle. Et on en trouve aussi pour annoncer la catastrophe imminente. Et moi, j'en ai lu quelques-uns ces dernières années. La catastrophe n'est pas arrivée. Donc, c'est toujours bien difficile de savoir où on en est. En tout cas... Note que ça a un aspect pratique. C'est comme ça revient quand même de manière cyclique. Avoir fait partie des gens qui ont dit « Faites gaffe, ça va arriver ». Oui. Ça te couvre pour un peu de frais parce que forcément ça va arriver. Quand tu dis ça va arriver dans l'année et que l'année passe, oui, c'est vrai, c'est plus gênant. Truc-là. Ça fait un peu plus. Voilà, mais évidemment, plus le monde est déstabilisé, plus l'économie est en berne, plus ça devient compliqué de prévoir l'avenir, etc. Plus on se met en situation d'avoir un éclatement de bulle parce que les plans qui sont souvent foireux vont foirer d'autant plus. Mais ce que je voulais dire, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais effectivement dans les années 2000, par exemple, dès 2001, il y a des gens qui ont dit les crédits immobiliers, ils sont tout pourris, arrêtez quoi. Oui. Donc 7 ans avant la crise de 2008 qui arrive. Tout à fait, voilà. Oui, je me souviens avoir discuté avec un banquier, qui était le père d'une amie, et moi j'avais vu ces trucs qui parlaient des subprimes en disant que ça allait être l'enfer. Et on en avait discuté, il m'a dit « Ah, mais comment t'étais au courant ?» Mais je dis « Mais tout le monde était au courant. » Enfin, c'était assez rigolo parce que pour lui, c'était la grosse surprise. Voilà. On se fait une petite pause musicale avec le morceau le plus à propos que j'ai trouvé. De retour sur Radio Libertaire 89.4. L'émission, c'est En panne de sens. Nous venons d'écouter Qu'est-ce qu'on est bien dans son bain d'Henri Salvador, un single de 1971. C'était avant notre naissance. Voilà. Bon, alors Sébastien, tu fais des super conducteurs pour que, on soit carré au niveau de l'émission. Et moi, je m'attache à ne pas les respecter, puisque nous devions parler d'actu marquante avant la musique. Ouais, mais c'est pas grave. En fait, si tu l'avais pas dit, personne s'en serait rendu compte. À part vraiment nos auditeurs, auditrices les plus fidèles. Mais du coup, tu as peut-être, toi, une actu marquante à nous donner ? Alors, j'en ai plein, et évidemment, je les ai oubliés. Toute la semaine, je me dis, celle-là. La dernière qui m'a marqué, c'est la promotion de Xenia Fedorova, qui était embauchée chez CNews. Donc, qui est Xenia ? C'est un agent d'influence et propagandiste russe. Bon, c'est une femme. Il y a le magazine Les Jours qui a fait un peu d'enquête là-dessus et qui a des témoignages de l'intérieur de CNews, selon laquelle elle vient un peu quand elle veut. Elle ne dépend d'aucun chef. Et elle met son nez partout et elle donne des ordres et elle repart quand elle en a marre. D'ailleurs, il y a un chroniqueur de CNews qui a été plus ou moins limogé après l'avoir contredite en direct et visiblement l'a mis en difficulté. Et d'après ce que j'ai pu lire, à CNews, il est connu qu'on ne touche pas à Xenia Fedorova. Voilà. Bon, bah... C'est marrant, hein. C'est marrant comme en une génération, c'est plus du tout les mêmes couleurs politiques qui obéissent à Moscou. C'est fou, ça. C'est l'œil de Moscou. Enfin, c'est l'œil de Moscou. Tout fout le camp. Hein.
Voilà. Et ça t'a marqué du coup parce que c'est... Alors on sait que Bolloré et l'Empire Bolloré défend la ligne de la Russie depuis un petit moment, mais il y a manifestement une sorte d'accélération et qui pour moi est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on avait dit récemment qu'ils avaient perdu des parts d'audience, donc c'est bien. Et vu l'ambiance avec la Russie, je pense que s'aligner sur la Russie aujourd'hui, d'un point de vue de politique pourrie, d'influence, etc., c'est quand même se mettre une cible sur le dos. Donc même si je n'aime pas trop les gens qui pourront s'opposer à lui, c'est que il y aura peut-être un moment où il va peut-être se faire dégommer pour ces raisons-là. Dégommer comment Proprement, il va pas se faire buter, mais ça m'étonnerait. Bon, il y a un petit truc là-dessus quand même, il y a un petit scandale en ce moment, c'est que l'affaire Fedorova est arrivée jusqu'au plus haut niveau, puisque la question de son titre de séjour, de son statut légal en France a été posée, vu que visiblement, globalement, la question a été posée à l'Assemblée nationale par un député socialiste directement au gouvernement en mode mais pourquoi la France a accepté de garder sur son territoire une agente d'influence russe qui se trouve en plus invitée régulièrement chez Bolloré. Et ce qui était assez croquignolesque, c'est que au moment où cette question a été posée, c'est passé en direct sur CNews, qu'il avait un peu mauvaise du coup. Intéressant, oui. Alors toi, Yann, qu'est-ce que tu as ? Alors, moi j'avais plusieurs trucs en tête. J'aurais bien parlé aussi de Doctolib qui joue avec les données de santé des gens, mais bon, il faut choisir. Et donc, j'avais parlé d'un truc il y a pile une semaine, puisque c'était le lundi dernier, le 1er juin. Les États européens, enfin les eurodéputés qui les représentaient, ont trouvé un accord pour durcir la politique migratoire de l'UE, parce qu'elle n'est pas assez dure, bien sûr. Et surtout, ils ont ouvert la possibilité de créer des centres de détention des personnes en situation irrégulière. Bon, jusque-là, ça existait déjà. Mais de les créer hors UE. Pour sous-traiter, quoi. Pour sous-traiter. Des petits Guantanamo à nous, quoi. Sauf que, c'est pas le même public que Guantanamo, mais c'est quand même un peu la même idée. Il y a une extraterritorialité du truc. Et on ne sait pas exactement à qui ça va être sous-traité, comment ce sera fait, etc. Et il y a déjà, dans l'article que j'ai lu à ce sujet, qui est un article du Monde que je mettrai en source, déjà le Danemark, l'Autriche et l'Allemagne qui ont dit c'est intéressant. Donc voilà, on voit qu'il y en a déjà qui sont sur le truc. Il y en a peut-être d'autres qui se sont dit intéressés. Et pour les pays hôtes, on pense au Rwanda, à l'Ouganda et à l'Ouzbékistan. Voilà, donc je suppose que ça va très bien se passer. Je ne veux pas présager de ce qui s'y passera, juste qu'on va sous-traiter à sûrement des gens localement la détention de migrants qui ont été chassés d'Europe et qu'on ne veut pas voir revenir, quoi. Donc je trouve que c'est... Oui, on peut s'attendre à des drames de pire espèce. Oui. Sébastien, t'as pas une bonne nouvelle, s'il te plaît ? Parce que après ça... C'est compliqué à trouver, mais j'essaie quand même à chaque fois. Je veux que cette émission reste un peu l'endroit où les gens prennent un peu d'oxygène et soient heureux en partant et en allant se coucher. J'en ai quand même une relativement intéressante et positive. Le 4 juin dernier, donc c'était il y a quelques jours, le laboratoire sur les inégalités mondiales qui a été créé il y a un peu plus de 20 ans par l'économiste Thomas Piketty a publié un rapport sur la justice globale coécrit par 45 chercheuses et chercheuses. C'est pas qu'un constat que tout va mal, c'est un projet aussi parce que, en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est le sous-titre du rapport, c'est un plan pour l'égalité et la prospérité dans les limites planétaires. Autrement dit, démontrer qu'on peut avoir une politique mondiale de justice sociale et en même temps de prendre en compte la survie climatique. Il y a vraiment, ils ont chiffré tout ça. Moi, je suis pas économiste, je veux pas me risquer à dire si c'est possible ou pas, mais c'est super ambitieux. C'était déjà les plans, le type de plan qu'il faisait dans ses livres jusqu'à maintenant. Après, c'est un réformateur, donc il attend que des gens raisonnables prennent le pouvoir et arrivent à tous se mettre d'accord pour faire ça. Justement, du coup, le rapport fait l'objet de beaucoup de critiques. Alors à droite, forcément, on crie au retour des goulags, mais ça, à chaque fois que quelqu'un prononce le mot de redistribution, tous les éditorialistes tombent en PLS.
bref, mais bon, il y a aussi des critiques plus sérieuses qui pointent le caractère irréaliste, parce que comment tu veux faire se coordonner les nations à l'échelle globale au moment où il y a Trump, au moment où il y a un rapport justement de prédation, d'extorsion au niveau mondial, quoi. Et puis aussi, même si ça se fait uniquement au départ sur un petit groupe de pays, comment t'évites l'évasion fiscale, etc. Alors, ça pose toujours plein de questions, mais ce genre de projet assez utopique, ça peut planter des jambes pour le futur. On pense à un truc comme la sécurité sociale, qui s'est quand même mis en place malheureusement après les drames. Et puis globalement tout le monde a y gagné, puisque l'idée de selon ce rapport, en gros 89% de la population mondiale verrait ses revenus doubler d'ici la fin du siècle. Donc voilà, moi à titre personnel, je ne me prononce pas encore une fois sur la validité scientifique, mais je trouve ça important qu'il y ait pas que des nouvelles démobilisatrices ou des chercheurs qui disent que la planète brûle, mais aussi des idées, certes peut-être pas forcément réalistes, mais qui permettent de se projeter en fait et d'avoir un programme un peu positif, quoi. Ça ouvre un peu les horizons politiques, et puis ça permet d'ouvrir aussi la fenêtre d'Overton un peu sur la gauche. Et si vous voulez donc lire le rapport, il est intégralement disponible en anglais malheureusement sur le site globaljusticeproject.weed.world. On mettra ça dans les références sur le site de Radio Libertaire. Très bien. Yann, tu vas nous parler donc de Bulle. Je vais parler de Bulle, de manière moins distrayante qu'Henri Salvador, j'en suis dit absolument navré. Mais bon. Donc, oui, on va un peu développer ça. Déjà, c'est un phénomène qui est ancien et récurrent. On a des exemples historiques. Alors, l'exemple archi connu, c'est celui des bulbes de tulipes au XVIIe siècle à Amsterdam. On a eu en 1720 un exemple aussi sur une compagnie maritime, donc sur le commerce colonial, très clairement. 1873 sur les chemins de fer. Mais aussi crise immobilière, notamment à Paris et en Autriche. Bon, Paris, c'était le Paris haussmannien en 1873. Qui s'est accompagné de plein de magouilles. Exactement. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de magouilles, effectivement. Donc ça, déjà, on voit que c'est vieux, que c'est cyclique, ça revient. Et déjà, en commun, c'est toujours soit une innovation technologique, soit un truc rare ou en l'occurrence des biens coloniaux, comme on l'a vu, ou des choses comme ça. Sachant que les bulbes de tulipes, pour l'exemple néerlandais, à l'époque, c'était pas du tout répandu, ça venait de Perse et c'était vraiment un truc importé à prix d'or. Donc voilà. Je pense que ça a beaucoup marqué les esprits, parce que tu dis qu'un bulbe de tulipe, ça sert à rien. Absolument. Autant joli, effectivement une compagnie maritime à l'époque coloniale, les gens se disaient ça peut gagner quelque chose. Autant le chemin de fer, ok, mais c'est vrai que des bulbes de tulipe, c'est ça qui a marqué les esprits. Cela dit, le procédé était exactement le même. Et donc, pour parler des crises plus récentes, moi, celle dont je me souviens personnellement, déjà dans les années 90, on l'a pas mal oublié, mais il y a eu toute la bulle boursière japonaise qui s'est cassée la gueule. Oui. Une énorme crise, alors que le Japon, c'était le pays qui faisait rêver, on disait que c'est le pays de la technologie, du futur, etc. Dans les années 80. Ils allaient nous enfoncer quand on était... Voilà. Et 10 ans après, énorme crise, grosse cata chez eux, et aussi en Corée du Sud, parce qu'ils ont bien douillé aussi. Ça tombe mal, en plus, c'était le moment où ils s'affranchissaient d'un régime autoritaire, etc. Et puis boum, grosse crise. Enfin bon, voilà, ça c'était pas très rigolo. On a eu, en 2000, on a enchaîné avec la fameuse crise Internet, la première, voilà. Et en 2008, la fameuse crise des subprimes, Donc en gros, si je prends toutes celles que j'ai citées, donc des bulbes exotiques, commerce colonial, chemin de fer, Internet, immobilier, intelligence artificielle, cryptoactifs aujourd'hui. En gros, et tout ce que tu as mentionné. Donc on est vraiment sur de l'innovation ou de la rareté. C'est vraiment le truc principal, en fait. Donc, et souvent, l'innovation, elle est réelle, en fait. Même pour l'IA, il y a une vraie... c'est juste que sa valorisation qui est complètement disproportionnée, en fait. Mais elle est bien là. Il y a Charles P. Kindleberger, qui est un universitaire américain, en fait, du XXe siècle, qui est un historien de l'économie, qui a montré que des crises, en fait, comme ça, des crises de bulles, d'explosion de bulles, etc., elles suivent exactement la même séquence, systématiquement. Et une séquence en 6 points. Innovation, afflux de capitaux, euphorie, spéculation, panique et crack. Et ensuite, c'est reparti pour un tour, etc. etc. Et donc ça se... En gros, on sait comment ça se forme, on le voit se former, on en est témoin, et on continue à le subir, c'est fascinant. Donc, déjà, pourquoi elle se forme ? Et là, il y a deux grosses visions de l'économie. Alors, il y en a plusieurs, il y en a plus, mais il y a deux grosses visions sur ce sujet-là qui s'affrontent.
une vision très, très classique, on va dire, celle d'un marché rationnel. Avec l'homo economicus. Oui, absolument. On le voit notamment avec Eugène Fama, théoricien des marchés efficients, etc., etc. On est vraiment sur l'idée que déjà les prix reflètent toute l'information disponible. Les bulles, elles sont juste provoquées par des gens irrationnels, impulsifs, des erreurs de jugement. Oui. Mais en gros, le marché est raisonnable, c'est les gens de temps en temps qui font de la merde. Ou alors il n'est pas parfait, et comme on n'a pas donné les bonnes conditions du marché, il y a des bulles qui se forment, et c'est la preuve que le marché n'est pas encore Absolument. assez libéré et assez parfait. Et par contre, tu as une vision qui est post-keynésienne, qui dit qu'au contraire, l'instabilité, c'est le fonctionnement normal en fait, de l'économie de marché. Donc c'est un truc qu'on retrouve donc chez Keynes, mais chez Stiglitz, chez Minsky, etc. Et pour Minsky, en fait, c'est intéressant parce que c'est la stabilité qui crée de l'instabilité. C'est-à-dire que c'est quand tout va bien que les acteurs prennent des risques, que les crédits augmentent, que les prix montent, que la bulle grossit, jusqu'à ce que tout aille moins bien. Donc en gros, c'est précisément les conditions favorables qui vont créer les causes de leur propre sabotage. Il n'y a pas de notion de réglementation et de pouvoir politique, parce que c'est ce qu'on a vu avec la Chine, par exemple. C'est qu'il y a un pouvoir fort, et il voit une bulle et il intervient. Et il évite un éclatement violent qui met tout par terre. Oui, mais alors c'est effectivement le cas dans une économie planifiée, comme c'est le cas de la Chine, mais c'est pas du tout le cas dans une économie qui est... Après, chez nous, il y a quand même des réglementations et qui souvent sont d'autant plus fortes qu'on vient de passer une crise. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, ça se ramollit parce qu'il y a de l'argent à gagner facile. Et il y a des solutions de contournement qui sont trouvées aussi. C'est-à-dire que, par exemple, justement, déjà la théorie des marchés instables par nature, on va dire, c'est une théorie qui a gagné beaucoup d'influence après 2008. On se demande bien pourquoi. Et justement, en 2008, il y a eu cette volonté de faire comme ça, et ça a été relativement un échec. Notez qu'en 2008, il y a eu aussi les fameux PIGS. Je ne sais pas si vous vous souvenez. PIGS, c'est l'acronyme de Portugal, Italie, Grèce et Espagne. Ouais, Espagne en anglais. Oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est dès 2008, mais c'est dans la foulée, quand il y a eu l'effondrement de l'immobilier dans ces pays-là, et ils se sont retrouvés dans un état catastrophique. Alors, déjà, le simple fait d'avoir choisi cet acronyme-là pour les désigner, ça montre bien... C'est dire cochon. Ouais, voilà. Ouais. Donc les gens qui gèrent mal leur argent, déjà, c'est de leur faute et c'est des sales porcs. Il y a un côté comme ça. Pauvre, Mais bon. Mais oui, donc vraiment 2008, ça a été très marquant pour ça. Mais oui, il y a eu toute une série de mesures qui ont été prises, notamment justement pour sécuriser les crédits, les machins, etc. Sauf que, en gros, les moyens de faire du fric, ils se déplacent. C'est-à-dire que quand tu trouves un moyen de contrer un problème, les gens vont en chercher un autre pour... Oui, c'est un peu le cas du private credit dont on parlait tout à l'heure. Exactement. C'est plus les banques qui font les opérations, c'est les investisseurs directement avec les entreprises. C'est exactement ça, c'est des solutions de contournement, et en fait, c'est exactement pareil. Donc voilà. Donc pour le côté irrationnel en fait, des investisseurs, il y a ce côté-là. Alors, je laisse chacun se faire son propre avis, mais bon, on voit que c'est clairement aussi, quand je vois les noms qui ont été cités, notamment pour les uns et les autres, enfin les deux options, les deux visions, on voit clairement que c'est assez orienté aussi politiquement. Pas trop de soucis. Stiglitz, voilà, on sait de quel côté il se trouve globalement dans ce genre d'équation, encore que parfois il surprend. Donc voilà. Et bon, on peut mettre en cause aussi... Excuse-moi, est-ce que je me permets de t'interrompre Stiglitz, je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Enfin, moi, je sais pas trop qui c'est, à part que c'est un ponte, quoi. Alors oui. Stiglitz, si je peux commencer. Oui, vas-y. Donc c'est un économiste américain et qui est notamment, entre autres choses, connu pour son travail sur le PIB, le produit intérieur brut, qui est critiqué comme étant un indicateur faussé de la croissance et de l'activité économique, mais auquel tout le monde se réfère. Et donc ça fait partie de ces choses où il est très connu pour ça. Oui. Sarkozy lui avait commandé un rapport dont il n'a rien fait. Il est connu aussi pour rentrer régulièrement dans l'art du FMI, qu'il trouve inefficace et même contre-productif. Et d'ailleurs, oui, tu parlais des mesures qui sont prises. C'est pas tant des mesures qui sont prises pour empêcher un éclatement de bulle, un crack, etc., souvent dans les pays occidentaux, dans les économies, on va dire, non dirigées.
Et c'est un truc a posteriori, où le FMI arrive et puis dit, bon, bah maintenant, vous allez faire exactement ce qu'on vous dit et on va peut-être vous donner un peu d'argent, vous perfuser pour vous sortir du trou. Voilà, ce qui arrive à la Grèce. Ouais. Ce qui arrive à la Grèce, ce qui est arrivé dans un autre genre, ce qui est arrivé à l'Argentine, après sa crise énorme au début des années 2000 aussi. Mais là, c'est compatible avec le marché, c'est pas de voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà ce qui est fait en gros le plus communément, et ça n'empêche absolument pas les choses de recommencer. Donc les investisseurs, effectivement, et ce caractère irrationnel, le problème, c'est qu'il y a à la fois un côté mouton de Panurge, et il y a une théorie qui est formalisée dans la littérature financière, qui est la théorie du greater fool. Le fou... le plus fou, quoi. Le plus fou, ouais. Et qui est un truc qui paraît complètement irrationnel, mais qui est complètement institutionnalisé, en fait, dans ce secteur-là, qui est qu'individuellement... il y a l'idée que le prix, finalement, on sait qu'il n'est pas justifié, on sait que c'est complètement délirant et que c'est beaucoup trop, mais c'est pas grave, on va l'acheter quand même parce qu'on va le revendre encore plus cher. Ouais, tout le monde joue tout le monde joue à ça, jusqu'à ce qu'il y ait un moment où il n'y a plus personne qui achète. Et en fait, je trouve que ça ressemble énormément à un montage frauduleux, un truc du style pyramide de Ponzi, en fait. C'est une vente pyramidale, rien d'autre. Et si tu es là au début, c'est bien, et si tu es là à la fin, tu as perdu. Ouais. Donc voilà. Alors pour empêcher les bulles, je vais aller assez vite parce qu'on a encore pas mal de choses à dire. Mais il y a eu pas mal d'exemples de limitation des leviers financiers, des exigences de fonds plus propres, plus fortes, etc. Ça, c'est ce qui a été mis en place après 2008 et ça n'a pas été très efficace. Surveillance des banques, etc., etc. Mais c'est pas méga efficace. Et en fait, pour réduire la spéculation, on est sur des trucs beaucoup plus radicaux. Tu as cité Lordon. Lordon, il a quand même prôné la suppression la nationalisation des banques déjà. Oui, on a mis l'argent dedans en 2008, donc dans une logique purement capitaliste, si je paye, j'achète. C'est ça. C'est une mesure de droite. Absolument. Ouais. Et nationalisation des banques, mais aussi, en gros, quand l'actionnaire c'est l'État, puisque maintenant c'est une banque, il est mandaté pour satisfaire des objectifs de service public d'intérêt général, et donc pas pour faire du profit. Donc l'idée finalement, c'est que voilà, tout ce qui est organisme financier devrait être régulé comme ça et uniquement comme ça. Oui, parce que c'est un pouvoir énorme sur nos vies en réalité. Absolument. Oui. Et ça, c'est une de ses propositions. Il y a aussi Thomas Delry, qui est moins connu, qui est un maître de conf à l'université de Lille, qui a pas mal de propositions, notamment réformer le marché des actions, un peu comme a fait Snapchat, qui a émis des actions sans droit de vote. Oui. Voilà. Donc ils font rentrer l'argent, mais l'actionnaire, il ferme sa gueule. Il se contente effectivement de faire du profit s'il nous le revendent, mais il ne vote pas. Donc il n'a aucune influence sur la politique de la marque. Oui, c'est à peu près ce qui se passe avec le truc de Musk. On parlerait tout à l'heure. Bon, sur ce, je vais passer à la suite. Est-ce que, Sébastien, tu as un morceau à nous proposer peut-être ? Ouais, parce que donc, quand on a choisi le thème de l'émission ensemble, comme à chaque fois, c'est-à-dire en fait quand Luc l'a proposé et que nous on n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Ça s'appelle la démocratie. Non, plus sérieusement, moi m'est venu tout de suite en tête un morceau du groupe The Divine Comedy, qui est extrait de Bang Goes the Knighthood, un album de 2010 qui a été composé dans la foulée directe de la crise des subprimes en 2008. Et le chanteur Neil Hannon y adopte la voix d'un banquier sans remords qui reconnaît avoir causé la deuxième grande dépression avant de réclamer un prêt de 10 milliards, parce que pourquoi on ne lui ferait pas confiance après tout ? Je traduis juste un extrait de la chanson avant de vous la faire écouter. Après tout, cette crise est peut-être une bénédiction. On va pouvoir construire une bulle beaucoup plus grosse pour la prochaine fois. Vous êtes sur Radio Libertaire. Et c'est à Sébastien de parler, je lui coupe la parole. Mais décidément, on me censure, c'est terrible. Mais c'est pas grave, j'allais dire la même chose. Vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 FM, et vous écoutez l'émission En panne de sens. Et Luc est visiblement très impatient de prendre la parole. Je suis au taquet. Voilà. Donc nous parlons de bulles économiques, bulles spéculatives. Et la première chose dont je voulais parler, c'était pourquoi ça nous concerne. Parce que d'une certaine façon, on peut se dire, moi je ne suis pas
un grand financier, le système peut bien s'effondrer, j'en ai rien à foutre. Et c'est effectivement tentant. Là où on est coincé, c'est que ce qu'on appelle l'économie réelle, qui va être liée au fait qu'on... Voilà, tout ce qui est nécessaire quand on va acheter, faire nos courses, sortir, etc., ouvrir le robinet, avoir de l'eau dedans, etc. Toute cette économie réelle, enfin pas toute cette économie réelle, mais des pans importants de l'économie réelle sont financiarisés. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour des entreprises de faire de la trésorerie pour pouvoir jouer en bourse. Après 2008, on a bien vu le résultat aussi. Oui. C'était chômage de masse, des rues entières avec des maisons à vendre parce que les gens, il n'y avait plus les moyens de les payer, etc. Ouais. Et que le système bancaire était menacé de se casser la gueule. Et donc, du coup, ça a des conséquences pour tout le monde puisque tout le monde passe par les banques. Mais là, on a des bulles où on pourrait se dire, bon, je ne suis pas directement concerné. Mais en réalité, la finance nous tient. Par exemple, il y a plein d'exemples, mais notre librairie de quartier, qui ne paye pas de mine et qui est tenue par quelqu'un de passionné par les bouquins, en réalité achète ses livres et les garde en stock dans la librairie. Et au bout d'un certain temps, si elle n'arrive pas à les vendre, elle les renvoie à l'éditeur, qui les détruit, très écolo, et qui rembourse les bouquins. Et dans l'intervalle, l'éditeur a gardé l'argent, donc il a vendu des livres, il a fait de la trésorerie, et ensuite il rembourse les livres invendus. Et il peut aller boursicoter avec cet argent-là. C'est la même chose. C'est le monde de l'édition. Voilà. C'est pas propre à une librairie. Oui, et c'est le monde de l'édition. C'est-à-dire que même une librairie tenue par quelqu'un qui gagne pas beaucoup de sous, qui est certainement pas une personne capitaliste, participe à ce système-là. Les supermarchés, les vendeurs de bagnoles, tout ça, c'est financiarisé. Donc, s'il n'y a plus les rendements, derrière, ça déséquilibre tous ces business-là. Autre point important, on a parlé de la Grèce, donc en 2008. Donc la Grèce est sans doute le pays européen qui a pris le plus cher dans l'opération. On rappelle que le gouvernement avait maquillé les comptes du pays avec l'aide de Goldman Sachs. Banque qui s'est empressée de spéculer contre eux en prévoyant le fait qu'ils allaient se casser la gueule. Et c'est le peuple grec qui a payé les pots cassés. Et quelques chiffres. Entre 2008 et 2014, la mortalité infantile a augmenté de 42,8%, les suicides de 44%, les dépressions de 272,7%, on ne va pas pinailler. À peu près un tiers des gens se sont retrouvés sans couverture sociale. La prostitution s'est développée parce qu'il n'y avait plus d'argent et donc les gens ont commencé à vendre ce qui leur restait. Du coup, le VIH a fait un bond de 50% dans la population. Et politiquement, on sait qu'il y a des mouvements comme Aube Dorée, mouvement néo-nazi, qui a commencé à assassiner notamment des immigrés, des choses comme ça. Et le pays a vraiment sombré avec des conséquences graves pour la population. Tout à fait. Voilà, une grosse spéculation sur leur monnaie d'ailleurs, qui les a bien enfoncés. C'est ça, donc c'est que non seulement ils ont été la victime d'un gouvernement malhonnête, mais en plus de ça, le reste du monde s'est empressé Enfin, pas sur leur monnaie, spéculation sur la dette, sur la dette grecque. Voilà. Et le reste du monde s'est empressé d'aller leur mettre la tête dedans. Et on se souvient, dans cette logique des pigs, que l'Allemagne notamment a dit non, on ne fera pas de compromis, et ils vont payer et ils vont souffrir. Donc voilà, donc aujourd'hui j'avais fait la liste un peu des bulles, je vais revenir dessus sur certaines d'entre elles, notamment sur la partie intelligence artificielle. Les mêmes Goldman Sachs qui donc avaient contribué à mettre la Grèce en grande difficulté ont publié quelque chose où ils disaient que pour eux l'IA n'avait pas d'effet notable sur l'économie américaine, et donc ils disaient que tous ces 700 milliards pour l'année 2026, pour la seule année 2026, ils ne voyaient pas trop où ça allait et que c'était pas, ils ne voyaient pas comment ils allaient pouvoir rentabiliser ça. Et d'autres grosses banques bien connues ont le même constat. Dans les trucs très, très louches où on dit que ça sent pas très bon, c'est que Nvidia, qui est le fournisseur de cartes, c'est le principal... En fait, tous les composants informatiques sont en pénurie à cause des investissements dans l'IA, on monte des serveurs partout. Nvidia vend vraiment la partie qui fait les calculs. Ils gagnent énormément d'argent, mais ils investissent leur argent chez leurs clients. Donc il y a un côté complètement circulaire qui fait que si l'un se casse la gueule, l'autre ne va pas aller très bien non plus. Et les agences de notation, encore des bonnes institutions financières qu'on n'aime pas trop, elles-mêmes disent qu'il y a un flou énorme dans tout le reporting de toutes ces activités-là. Et ils refusent pour l'instant de noter ces boîtes en disant qu'ils sont incapables de dire ce qui s'y passe.
L'IA, il y a un truc qui s'appelle les tokens, les jetons. Donc à chaque fois qu'on fait une requête, on consomme un ou plusieurs jetons. Et maintenant, là, c'est un peu la fin de l'IA gratuite pour tout le monde parce qu'on a envie que tout le monde l'utilise et apprenne à s'en servir et envie de payer La pour version ça. gratuite, elle était très dégradée par rapport à la version payante déjà depuis un bout de temps. C'est vrai. Mais les prix montent. Et donc, il s'est passé un truc rigolo, là. C'est qu'il y a une petite entreprise qui s'appelle Amazon où ils pratiquent le token maxing. Enfin, ça, c'est un truc très à la mode, où pour montrer qu'on est un vrai, on crame un maximum de tokens pour dire non, mais moi, je suis un pur de dur, l'IA, j'y crois, notamment pour le développement informatique. Et là, Amazon s'est rendu compte qu'ils ont claqué 500 millions de dollars en un mois. Parce que leurs équipes cramaient des tokens à tour de bras. Ils ont dit on va peut-être se calmer. Voilà. Dans le même temps, il y a des entreprises, notamment Microsoft, je crois, qui ont découvert que les développeurs humains, finalement, coûtaient moins cher que l'IA. Donc, on se demande comment ils vont rentabiliser cette bulle si les humains sont moins chers que les gros serveurs. Et les seuls qui gagnent de l'argent dans l'affaire, ce sont les vendeurs de matériel. C'est comme la ruée vers l'or, c'est les vendeurs de pelles qui font fortune. Et de tamis. Voilà. Conséquence quand même de... voilà, on va pas faire tous les accessoires. Oui, non, mais c'est important. Oui. Donc globalement, dans l'informatique, il y a une déstabilisation du marché qui est importante. Donc les gens qui veulent juste faire tourner des serveurs pour faire des trucs de tous les jours dont on a besoin sur Internet galèrent à trouver du matériel. Il y a des licenciements, il y a plein de projets qui sont à l'arrêt, etc. Donc ça a des conséquences qui sont importantes. Et puis surtout, comme tu l'as dit, les prix commencent à flamber. Oui. Donc oui. c'est un truc qui va, du moins pour les versions vraiment efficaces, qui va sortir du domaine des particuliers pour vraiment être un truc uniquement d'entreprise. Mais même comme ça, c'est qu'aujourd'hui, si des grosses entreprises se disent que ça leur coûte moins cher de payer des développeurs humains, voilà, comment ils vont rentabiliser leurs investissements de folie ? En nous payant moins cher. Oui, c'est une option. Oui, mais donc du coup... déjà, ils nous payent, de quoi tu te plains. Les développeurs, déjà qui coûtent moins cher que l'IA, donc si tu payes encore moins cher... surévaluation des compagnies de la tech. Donc là, je pense, dans l'actualité, c'est l'entrée en bourse de SpaceX, qui est actuellement en train de se discuter. Elon Musk est en train de faire des grandes annonces dans tous les sens. Et en fait, SpaceX, il a foutu tous ses projets, toutes ses entreprises, dont la moitié ne gagne pas un sou. C'est son réseau social, anciennement Twitter, par exemple, qui est un gouffre à pognon, et pour lequel il n'a atteint aucun des objectifs. C'est Tesla qu'ayant cassé la baraque avec les valorisations délirantes qu'on a vues, ne fait plus de nouvelles voitures et dit qu'ils vont faire un taxi autonome, sauf qu'ils n'ont toujours pas prouvé leur capacité à le faire. Et il s'avère qu'il y a un fonds de pension danois qui s'appelle Academiker Pension, qui a fait une publication où ils ont dit nous, on n'en achètera pas parce qu'on n'y croit pas et c'est pas possible que l'entreprise vale aussi cher. Et tu parlais tout à l'heure de l'action où tu as parlé de voter. Il y a le même genre de principe, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux acheter des actions, mais d'une entreprise qui est entièrement contrôlée par Elon Musk. Donc c'est pire encore, c'est que c'est lui personnellement. Donc bon voilà, le type est toxicomane, il marche à la kétamine, je le rappelle. Donc si tu as envie de mettre tes sous dans sa boîte, allons-y. Ouais, c'est pas le pire, honnêtement. Voilà. C'est plus les salunes nazis que la kétamine qui me gêne, étrangement. Oui, mais je pense qu'il y a peut-être un lien entre les deux, mais voilà. J'ai vu donc une étude faite par une fille qui sort d'une école de commerce, toujours dans ce domaine de la finance, et qui a fait une étude sur le rôle du mimétisme, et qui dit que donc on ne sait pas évaluer la valeur d'un point de vue financier dans le milieu de ces entreprises-là, et que du coup, dans les études qu'elle a menées, il y a énormément de mimétisme et qu'en fait les gens font comme les autres, en quelque sorte. Voilà. Et après, c'est pas uniquement ces grosses boîtes, je détaillerai pas parce que j'aurai pas le temps, mais dans mon boulot personnel, j'ai travaillé très longtemps chez un éditeur, il a un concurrent américano-israélien qui fait à peu près la même chose. Alors ce qu'ils font, c'est un peu mieux, mais ils ont eu au bas mot 10 fois plus de budget pour arriver sur un truc un peu mieux. Et donc tu dis, mais où est passé le pognon, quoi ? C'est quand même un truc un peu bizarre. On va dire que le coût de l'optimisation est assez élevé. Ouais. On a parlé de crypto-monnaie également. Donc la crypto-monnaie, c'est vraiment l'objet spéculatif par destination. Et il y a à la fois la dépense énergétique, puisqu'il faut... et il y a des points communs avec les IA, parce qu'il faut des data centers pour calculer. Mais il y a également une partie obsolescence du matériel. Parce que pour
miner des bitcoins, comme on dit, en fait, il faut toujours plus de puissance de calcul, parce que c'est de plus en plus dur. Moi, j'ai fait une petite étude en me disant, si j'achète un petit mineur de bitcoin d'occasion obsolète, et que je le fais tourner chez moi juste pour chauffer pendant l'hiver, et que je fais du bénéf, enfin, je fais même pas de bénéf, mais j'ai réduit ma facture de chauffage avec les bitcoins, est-ce que j'y arrive, quoi? Et donc, même avec un petit calculateur à 150 €, qui est aujourd'hui complètement obsolète, en le faisant tourner tout l'hiver, il me fallait 10 ans pour rentabiliser mes 150 €. Donc, on voit à quel point le matériel devient obsolète. Et en termes d'environnement, le matériel pèse très lourd, il n'y a pas que l'électricité. Dans les crypto-monnaies, il y a des escroqueries, du piratage. Il y a des sites qui vont héberger les crypto-monnaies. Et il y a des bugs, il y a des escrocs. On a aussi vu la faillite frauduleuse il y a quelques années qui était hallucinante. Et c'était effectivement, et c'était avant l'élection de Trump où le pouvoir a commencé à se dire bon, on va arrêter les conneries. Ils font toutes les magouilles de la finance qu'on connaît, et d'autant plus facilement qu'ils ne sont pas dans un système du tout contrôlé. Déjà, les banques sont terribles, mais eux, c'est pire encore. Ouais, je vais être honnête, vraiment au tout début, l'idée que ce ne soit pas contrôlé et que ça ne dépende pas des banques, je trouvais ça génial. Mais oui, alors c'est là où ils marchent sur ce truc-là. Et moi, j'ai rencontré des gens il n'y a pas très longtemps qui sont à fond là-dedans en disant l'État, c'est mal, etc. Ce qui se passe, c'est que ceux qui n'ont pas... Nous sommes sur Radio Libertaire, Luc. Oui. Alors... D'accord. Je vais prendre une minute. De silence. Une minute de silence. Non, mais c'est que... alors je vais prendre un exemple concret. C'est que justement, donc, il y a des gens qui mettent leur bitcoin sur ces plateformes qui ne sont pas fiables pour 1000 raisons. Et il y a ceux qui savent les gérer eux-mêmes. Puisqu'en fait, tu peux le faire. Et ce genre-là, ce qui se passe, c'est que il y a des malfrats qui enlèvent leurs femmes et leurs enfants et qui les rançonnent. Et c'est ça un peu le problème. Alors, je ne dis pas que... Est-ce qu'ils sont obligés de le faire savoir aussi pour être discret? C'est toujours difficile de rester discret. Le fait est que... alors, je ne dis pas que l'État, c'est merveilleux, mais le côté libertarien, où on vit sans aucune contrainte, etc., trouve ses limites. C'est-à-dire que soit tout seul, on se retrouve face à des malfrats. Quand on est tout seul et qu'en face ils sont 10, on a perdu. Oui. Excuse-moi, je voulais pas te taquiner. Non, mais tu as raison. J'aurais pas parlé de nationaliser des banques si... voilà. Voilà. Point très important, c'est que comme ils ont senti le vent du boulet, ils ont soutenu Trump à mort, qui lui-même a lancé sa propre crypto-monnaie. Et il y a un lien très fort entre les gens de la crypto-monnaie et le technofascisme. Donc ils sont vraiment là dans cette idée de prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, c'est le pays libéré par Trump, le pays d'Amérique du Sud, dont j'oublie tout le temps le nom. C'est le Venezuela. Le Venezuela, qui vient d'annoncer qu'ils allaient faire un territoire magique sans aucune règle où les gens de la crypto-monnaie pourraient faire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Moi, ce qui me marque particulièrement dans cette question, dans toutes ces bulles, et qui fait le lien avec Hannah Arendt, que je ne peux pas ne pas citer, c'est mon contrat dans cette émission, c'est ce côté où on vit dans une fiction. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde sans limite, où ils peuvent s'enrichir indépendamment de la réalité sociale qui les entoure, et où ils nient les conséquences prévisibles, le fait qu'il va y avoir une fin, etc. Et je retrouve un peu cette logique. Alors évidemment, c'est pas du tout complètement lié au totalitarisme, mais il y a quand même cette logique de décider que que la réalité doit rentrer dans le fantasme. Et quand je discute notamment avec des fans de crypto-monnaie, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'ai un peu l'impression de retrouver cette dynamique-là avec des gens qui vont avoir des arguments qui ne tiennent pas debout, ou en tout cas où tous ces gens qui vont faire du déni de la situation climatique, sociale, etc., et qui sont des jusqu'au-boutistes et qui vivent en pleine fiction. Ce que tu as dit d'ailleurs sur le Venezuela, je tiens à préciser quand même qu'il y a quelques années, Nayib Bukele, le grand copain de Trump au Salvador, il a voulu aussi faire des cryptos, du Bitcoin, oui, en l'occurrence une monnaie d'État, et il s'est bien planté. Oui. Donc on va voir, mais est-ce que les mêmes causes produiront des effets différents ce coup-ci ? Voilà, alors avec le monde qui est très déstabilisé, la guerre qui menace, etc., c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on maximise nos chances qu'une de ces bulles pète, et après c'est château de cartes, domino, votre jeu favori, mais tout se casse la gueule.
Et si on mettait un peu de musique pour redonner un peu le sourire aux gens après ces annonces d'apocalypse? Oui, tout à fait. Yann, c'est un de tes morceaux. Ouais. C'est Dr. Steel avec 2 E, parce que voilà, on est sur du métal. Mais c'est pas du métal, la musique, mais c'est pas grave. C'est un artiste qui fait des années 2000, qui fait à la fois la musique, mais aussi les costumes, les visuels, etc. etc. En fait, d'une création qui est une dystopie steampunk, où il joue le rôle d'un savant fou qui veut établir un régime autoritaire. Voilà. Et le morceau, c'est Greedy. Et ce sera suivi d'un court extrait VF du film dont je vais parler juste après et qui va vous redonner foi en l'économie. We interrupt this program to bring you a special news bulletin at 10:29 this evening. Ok, voilà comment marche un CDO synthétique. Mettons que je mise 10 millions sur une main au blackjack. 10 millions parce que dans notre cas, cette main représente une obligation hypothécaire. Ok, Selena a une très bonne main, elle reçoit 18. 7 pour le croupier, une excellente main pour Selena. C'est de bonne augure. Ses chances de gagner cette main sont de 87%. Donc mes chances sont excellentes. J'ai la main heureuse ce soir, tout le monde autour de moi a envie d'en profiter. Pas de danger que je perde. Voilà, ça c'est l'erreur classique. Au basket, on appelle ça l'illusion des séries. Vous marquez plusieurs paniers de suite au cours du jeu, le public est sûr que vous marquerez le suivant. Les gens pensent que ce qui se produit maintenant continuera de se produire dans le futur. Pendant le boom de l'immobilier, les marchés montaient et les gens pensaient qu'ils n'allaient jamais redescendre. Donc les gens qui me regardent, certains que je vais gagner, vont parier en parallèle. Ce qui donne le premier CDO synthétique. J'adore Selena Gomez. Je parie 50 millions qu'elle gagne. Et je vous donne du 3 contre 1. 3 contre 1. Ok, je relève le pari. Maintenant, quelqu'un d'autre va vouloir à son tour parier sur l'issue du premier pari. 50 millions qu'elle gagne. Ce qui nous mène au CDO synthétique numéro 2. Hé, je parie 200 briques que la dame à lunettes gagne son pari. C'est bien parti pour qu'elle gagne. Donc je veux un rapport élevé. Ça le fait, 20 contre 1 ? Vendu. Et ce jeu-là va s'amplifier et créer des CDO synthétiques à gogo. Et voilà comment on transforme un investissement initial de 10 millions en plusieurs milliards de dollars. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 et l'émission est en panne de sens. Sébastien, tu vas nous faire ta chronique ? Oui. On commence à connaître un petit peu. On relègue la culture à la fin de l'émission. Bon, plus sérieusement. On va parler aujourd'hui d'un film sorti en 2015, donc il y a un peu plus de 10 ans, The Big Short, traduit en français par, assez médiocrement je trouve, par Le Casse du siècle. Une traduction qui en dit quand même déjà assez long sur le problème central du film, et on va y revenir parce que, spoiler, c'est un film très intéressant et je vais quand même en pointer quelques limites. Et pourtant, c'est un film important, qui est brillant par bien des égards et ambigu, malgré tout, dans ce qu'il choisit de montrer et surtout de ne pas montrer. C'est un film réalisé par Adam McKay. C'est une figure un petit peu étrange, Adam McKay, dans le paysage hollywoodien, puisqu'il a construit sa réputation sur des comédies un peu régressives avec Will Ferrell. Je ne sais pas si vous avez vu Encore Man, Ricky Bobby ou Frangin malgré eux. Non. Tu as loupé de Pourtant, j'en ai vu plein des films de merde. Écoute, c'est pas trop... ça a son public, j'en fais pas partie, mais en tout cas, effectivement, c'est assez intéressant quand on aime un peu l'humour gras. Et du coup, c'est vrai que quand il a commencé à vouloir faire un film sur la crise des subprimes, ça a un peu surpris, parce que, encore une fois, ces comédies n'étaient pas connues pour leur profondeur politique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va se servir de son background de faiseur de comédie un peu beauf pour inventer quelque chose de totalement nouveau. Ce qu'on pourrait appeler, ce que moi j'appelle, parce que je décide d'appeler les choses comme je veux, une satire didactique. Et lui-même va devenir un petit peu le porte-étendard de ce genre, et il va en faire d'autres après, puisqu'il a réalisé quelques années plus tard Vice, qui est un film très intéressant, qui est une biographie de Dick Cheney, un peu sur le même modèle. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça super. C'était pas mal. Hein. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Et surtout, son grand fait d'armes, c'est Don't Look Up, qui parle de la crise climatique et du déni climatique, en l'occurrence, qui est un film qui me pose plein de problèmes aussi, mais c'est pas le sujet du soir. Et donc,
revenons au The Big Short. C'est un film adapté d'un livre enquête de Michael Lewis, qui est un journaliste financier américain. Et Lewis y reconstituait les trajectoires réelles de quelques gérants de fonds qui, entre 2005 et 2007, ont eu l'intuition que le marché immobilier américain, présenté comme le placement le plus sûr, parce que c'est bien connu, la pierre, ça ne bouge pas, était en réalité une bombe à retardement, en fait. Et ces types ont parié sur l'effondrement. Ils ont en gros spéculé sur la crise. C'est ça, le short du titre, c'est le short selling, c'est vendre à découvert, parier sur la baisse. Et en gros, ils se sont fait des fauteuils roulants en or. Pourquoi des fauteuils roulants? Parce qu'en fait, je cherchais un autre truc et c'est le seul objet qui m'est venu en tête. Des gonades en métal précieux. Oui, c'est beaucoup mieux quand c'est dit comme ça. Et en parlant de lourd, hein, justement, en termes de casting, il a su s'entourer justement d'un casting 4 étoiles avec Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, n'en jetez plus, et pas mal d'autres gens également plus ou moins connus, mais déjà rien que ces 4-là, c'est digne d'un blockbuster. Et ils incarnent, ces 4 acteurs stars, des personnages réels qui incarnent chacun une branche de ce petit groupe d'outsiders qui ont su voir dans un monde d'aveugles. Alors, c'est un film très particulier, hein, ceux et celles qui l'ont vu s'en souviendront rien que pour ça. C'est McKay, il comprend tout de suite qu'on ne peut pas faire un film classique sur le sujet parce que c'est très rébarbatif, c'est l'univers de la spéculation, de la finance, des bureaux où des gens parlent très fort, ou au contraire parlent tout bas. C'est pas très très cinégénique. Ouais, tu fais ça ou tu fais le Loup de Wall Street, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. Et moi personnellement, le Loup de Wall Street, j'ai vu une fois. Voilà. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une prochaine émission, on sait-on jamais. Mais là, du coup, lui, pour parler des CDO, des MBS, des tranches AAA notées AAA, il choisit de le dire frontalement en fait et de briser le 4e mur avec des acteurs, des personnages qui s'adressent directement aux spectateurs, spectatrices en disant vous vous sentez perdu, vous vous sentez saoulé, c'est normal. Wall Street a intérêt à ce qu'on ne comprenne pas. Et du coup, McKay invente un vocabulaire pédagogique et je trouve ça souvent assez réjouissant en fait. Si vous voulez qu'on vous explique ce que c'est qu'un CDO, vous mettez Margot Robbie dans un bain à bulles et elle va vous l'expliquer en buvant un verre de champagne. Et du coup, l'information passe et en même temps, le spectateur, il a vu Margot Robbie en train dans un bain à bulles. On revient au thème de l'émission. Il y a aussi... tout est lié. Hein. On prépare ces émissions, vous imaginez pas. Selena Gomez également, dans l'extrait qu'on a entendu avant ma chronique, qui a une table de casino, une table de poker et qui essaie justement avec un comparse d'expliquer au spectateur un concept totalement abscon qui est de parier sur des paris, et le fait de manière très imagée, très juste, et du coup ce qui est totalement abstrait, voire absurde, passe comme une lettre à la poste. C'est très efficace. Et ce à quoi s'ajoutent des ruptures constantes. Et voilà, y compris même le film, je trouve ça c'est assez bien vu. Il assume parfois son côté faux, son côté de fiction. C'est-à-dire qu'à un moment, il se passe un truc un petit peu absurde ou un petit peu, une coïncidence un peu grosse. Et puis le personnage s'interrompt et il précise à la caméra non, mais cette partie, elle est fausse. Hein. En réalité, on n'a pas trouvé le prospectus par hasard. On avait juste lu un article, mais on trouvait que c'était mieux de le montrer comme ça. Donc, ça crée une espèce de distance et le spectateur se sent un peu plus intelligent. Et puis, on sort un petit peu du cadre habituel de la fiction hollywoodienne qui essaie vraiment d'effacer la distance entre le spectateur, ce qui est raconté, surtout quand c'est adapté d'une histoire vraie, et les personnages. Et du coup, le film a une énergie folle, parce que globalement, il cherche vraiment, il utilise ce talent de raconteur, de showman de Adam McKay, des acteurs, etc., et de tout le système hollywoodien, et ça devient une espèce de film en mode boule de flipper qui rebondit sans arrêt en faisant beaucoup de bruit. Et globalement, c'est intéressant parce que ça permet à la fois de comprendre le monde qui est raconté, le monde de la finance, de manière didactique, et en même temps, ça permet de l'illustrer, parce que c'est aussi un monde où ça va très vite, où ça parle très fort, et où il se passe plein de choses de manière plus ou moins complexe, avec des gens qui sont très très sûrs d'eux et qui sont très très assertifs.
Et il y a une vraie adéquation, je trouve, sans atteindre le côté bling-bling un peu pénible du Loup de Wall Street de Martin Scorsese, qui est peut-être un point contentieux entre toi et moi, Yann. Non, pas vraiment. On est d'accord. Ouais, c'est de la merde. Je n'irai pas jusque-là, mais je pense que Scorsese il aurait pu faire mieux. En fait, c'est pour faire une petite parenthèse quand même, parce que je ne peux pas me permettre de dire du mal d'un film comme ça ne se fait pas, ce n'est pas gentil. Le Loup de Wall Street, pour moi, c'est un film redondant parce que c'est un film vulgaire sur la vulgarité. Et au bout d'un moment, tu te dis, ouais, bon, j'ai compris au bout de 5 minutes. Et c'est vraiment un film assommant. Il y a un peu de ça dans The Big Short. Même si, pour le coup, je trouve beaucoup plus lucide et beaucoup moins fasciné par son sujet. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, surtout, c'est qu'il montre bien ce que vous avez présenté un peu plus tôt dans vos chroniques respectives, chers amis, c'est-à-dire que le système financier est fondé vraiment sur une économie de casino, en fait. On fait des paris. On fait des paris sur ce qui va se passer. Comme on ne sait pas vraiment, du coup, on fait des paris sur de la croyance, on fait des paris sur la croyance des autres. Et vraiment, le film montre l'absurdité totale à quoi on arrive, c'est-à-dire des prêts immobiliers consentis sur des gens sans revenus, sans emploi, sans papier parfois des stripteaseuses. Il y a une scène assez savoureuse, une des rares où on va voir justement le peuple américain, et là en l'occurrence c'est une stripteaseuse qui explique qu'elle a acheté 5 appartements 5 maisons et un appartement. Voilà. Mais parce que, globalement, ses amis dans l'immobilier l'ont poussé à acheter, parce que pourquoi pas. Oui, mais c'est pas grave, parce que c'était des prêts hypothécaires, donc la banque, elle gagne. À la fin, elle récupère les bâtiments. Et puis les gens sont expropriés, mais c'est pas grave, ils avaient qu'à y penser. Ouais, c'est ça. Et puis le film aussi montre la faillite totale des contre-pouvoirs, les agences de notation, Moody's, S&P, etc., qui donnent des notes AAA à des produits qui n'en méritent pas, mais juste parce que sinon, en fait, c'est une activité commerciale. Sinon, leurs clients iraient voir ailleurs pour se faire noter mieux ailleurs, chez la concurrence. Et puis en plus, bien sûr, effectivement, les agents de ces agences de régulation ou de l'État qui passent sans difficulté et sans coup férir du privé au public, et donc forcément, dans ces cas-là, à quoi bon faire son boulot, en gros. Et en gros, la régulation est une faillite, et tout le système est fondé sur le fait que on fait n'importe quoi, et on espère que ça tienne assez longtemps, ou même on se pose juste pas la question. D'ailleurs, personne ne lit les contrats, c'est indiqué. Les contrats en gros immobiliers qui sont juste des amas de créances pourries, que personne ne lit jusqu'au jour où les héros du film, ces banquiers, ces financiers un peu plus malins que les autres, vont se rendre compte qu'il y a anguille sous roche et se dire ça ne peut pas durer très longtemps. Le film... À noter, je ne les ai pas cités, mais qu'il y a eu des avertissements sur les subprimes dès 2000-2001. Donc ça a quand même 7-8 ans avant. Et effectivement, c'est de toute façon, globalement, d'une manière générale, c'est assez simple de faire de la prévision en finance. Il y a une bulle, elle va exploser. Voilà. Et quand elle vient d'exploser, tu te dis, bon, il y a une bulle qui va se reformer et elle finira par exploser. Alors, c'était pas tellement sous cette forme-là, c'était plus ce type de prêt, c'est de la merde, ne faites pas ça, arrêtez-vous. Et ça n'a pas marché. On peut demander peut-être à nos auditeurs, auditrices de parier, de parier de l'argent pour savoir laquelle des bulles qu'on a décrit ce soir explosera en premier. C'est peut-être une idée. Oui. Moi, je serais assez pour un truc simultané, quoi. Un effet domino. Écoute, tu paries sur... Parions sur ton pari. Ouais, mais j'ai pas grand-chose à parier. Un chewing-gum. Je surenchéris. Je sais que tu peux t'en payer, donc je sais que je peux parier dessus. Et moi, en fait, à un moment, finalement, le film finit par me poser question, quand même, au-delà de toutes les qualités que j'ai soulignées. Il manque quelque chose d'essentiel, en fait. Le film raconte l'histoire de gens qui ont parié sur la chute, non seulement de la bulle, mais en gros de la société tout entière. Et ça, c'est quand même dit dans le film, c'est montré, mais ils sont quand même présentés un peu comme des personnages sympathiques, comme des gens qui font un casse, en fait, comme dans Ocean's Eleven, ils sont glamourisés, et quelque part, il y a une espèce d'empathie qui est créée par le film
pour des personnages tout simplement qui ont tiré profit certes de leur intelligence, mais aussi des malheurs des autres, et notamment du malheur de ceux qui ont perdu leur boulot, leur maison, peut-être parfois même leur vie. Et le film nous invite quand même un peu à les admirer. Il y a malgré tout, même si on est loin encore une fois de Wall Street, une espèce de côté bling-bling dans le film qui est super agréable à voir en tant que spectateur, mais qui à un moment tu te dis c'est un peu vomitif. Et le film est très ambivalent là-dessus. Ça c'est le problème, c'est très états-unien, on va dire, l'agglomérisation de tout ça. Ouais, c'est ça. Et globalement, on te les montre comme des outsiders, les personnages, mais ça reste quand même des winners. Et ça reste des gens qui sont, en gros, globalement, des gens qui vont... encore une fois, parier et gagner sur le malheur des autres. Et le peuple, notamment, est vraiment absent du film. Comme dans Don't Look Up, d'ailleurs, l'autre film de Mackie dont je parlais, les vraies victimes ne sont presque jamais montrées à l'écran. Il y a quelques photos de tentes à la fin de maisons abandonnées. Il y a un père de famille locataire qui est un petit peu montré de manière furtive, dont on comprend que dans le film qu'il a tout perdu à cause de tout ça. Mais globalement, en dehors de ça, on reste vraiment dans un milieu très très clos, celui des winners de cette histoire. D'un autre côté, un réal hollywoodien, il est peut-être plus honnête en rappelant d'où il vient et en montrant ce qu'il connaît. Ouais, mais en l'occurrence, pour un film qui se veut didactique et qui veut dénoncer un scandale, on peut regretter que les effets réels soient si peu montrés ou si euphémisés en fait. Et le film s'en sort quand même. Il y a notamment une scène où le personnage que j'ai par Brad Pitt se retourne vers deux de ses poulains qui exultent parce qu'ils sont devenus milliardaires et qui dit, voilà, vous pariez contre l'économie américaine, des gens vont perdre leur maison, si le chômage augmente de 1%, c'est 40 000 morts. Et donc voilà, c'est prononcé comme une apostrophe, comme une sorte de petite leçon de morale, un petit rappel pour le spectateur, mais bon, on passe à la suite quand même. C'est donc un film qui nourrit la colère du spectateur, mais plutôt contre un dysfonctionnement plutôt que contre le système lui-même. En même temps, c'est peut-être trop demander à un film hollywoodien d'aller aussi frontalement contre le capitalisme, mais malgré tout, j'ai quand même ressenti comme une sensation d'occasion manquée en fait, notamment sur l'aspect politique qui est les responsabilités politiques qui sont totalement évacuées, abandonnées. Et on voit ce que ça donne une décennie après. Alors, est-ce que d'après toi, tu dirais justement, parce que j'avais dit qu'il y avait deux types de discours, le discours très, très classique qui dit que finalement l'économie elle s'autorégule très bien toute seule et c'est des anomalies, des gens un peu foufous qui viennent casser tout ça, et d'autres qui disent qu'au contraire, non, c'est le fonctionnement normal de l'économie. Et du coup, tu le places comment? Parce que moi j'ai l'impression que justement c'est un peu des outsiders quelque part. Donc quelque part, ça rejoint plus la vision très très académique, très conformiste. Oui, c'est un peu des chiens fous en fait. Voilà, le film, les gens comme toi et moi, je pense, qui remettent en cause le système, voient le film et ils trouvent du plaisir parce que voilà, on a une illustration du fait que le système conduit à ça, mais le film est quand même beaucoup plus mou, beaucoup plus ambigu sur ces questions-là, et encore une fois, il a le mérite d'exister, ils sont très peu nombreux, il a le mérite d'inventer quelque chose. Et voilà, et il est un peu seul sur ce terrain-là, encore une fois. Mais il y a quand même un petit côté, il suffirait que les gens soient un peu plus moraux pour que ça marche bien, en fait. C'est un peu ce que dit le film, au final. Ouais. Et c'est assez pauvre, même si c'est mieux que rien. Donc je le conseille quand même, mais allez voir... je sais pas, qu'est-ce qu'on peut conseiller à la place? Peut-être Margin Call, qui est un film un petit peu plus austère et je pense un peu plus juste sur ce qui s'est passé, mais j'en parlerai peut-être pour une prochaine émission. Avec plaisir. Tu dis ça à chaque fois que tu parles de quelque chose dans une de nos émissions. À chaque fois que je fais une chronique, je cite 2 films. Pour les chroniques suivantes, c'est exponentiel, c'est terrible. Mais on a souvent envie de parler de plus de choses que de temps disponible, donc il faut bien. On va faire une petite pause musicale, donc on va écouter un morceau de 1988, qui s'appelle Planet of the Baritone Woman, un morceau de Frank Zappa. Meanwhile, on Wall Street. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Nous sommes sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez En panne de sens. Nous parlons aujourd'hui de bulles. Enfin, nous avons parlé puisque nous avons fini nos chroniques. Je note que le morceau de Zappa que nous venons d'écouter et l'extrait du film sont de la même année, 1988. Ça n'a aucune conséquence. On va parler maintenant des conseils de fin d'émission. Sébastien, est-ce que tu veux commencer ? Avec plaisir, j'adore parler. Mon conseil, c'est une petite chaîne YouTube d'analyse cinématographique qui est apparue il y a à peine un an,
et qui n'a qu'une demi-douzaine de vidéos à son actif, donc c'est le bon moment pour la découvrir si vous souhaitez de temps en temps vous aventurer sur YouTube. Oui. Pour acheter des actions de la chaîne YouTube. Exactement. Donc c'est une chaîne très prometteuse qui s'appelle Virage. Elle est animée par une présentatrice, c'est un monteur qui n'est pas à l'écran, qui décortique des films sous un angle décolonial, féministe et anticapitaliste. Et ils ont fait récemment une vidéo qui a attiré mon attention sur Barbare, qui est un film d'horreur récent qui m'avait pas laissé un grand souvenir, mais ils m'ont vraiment fait réviser à la hausse, réévaluer. Et c'est la marque des bons critiques, je trouve, de permettre de modifier son jugement sur une œuvre. Et notamment, je recommande la vidéo précédente qu'ils ont fait il y a 2 mois, qui portait sur Un combat après l'autre, le film de Paul Thomas Anderson qui est sorti l'an dernier, qui a beaucoup marqué les gens, les cinéphiles notamment, et aussi pas mal de gens à gauche du spectre politique qui l'ont jugé galvanisant, etc. Alors que selon moi, c'est vraiment un film assez malhonnête et inepte. Et j'ai trouvé que cette chaîne, Virage, a su pointer les contresens politiques et l'hypocrisie de ce film-là. Et je lui en sais gré parce qu'autrement, j'avais vraiment juste une mauvaise impression. Et grâce à eux, je sais pourquoi je n'aime pas le film de Paul Thomas Anderson. Donc c'est une chaîne sur YouTube qui s'appelle Virage. Au pluriel, je crois, non ? Au singulier. Au singulier, ok. Eh bien, je vais continuer. Donc, avec un docu qui a presque 10 ans, enfin, il date de 2017, et qui est un docu que je m'étais mis de côté. Ça fait donc 10 ans qu'il était sur ma liste des choses à voir et qui traînait là, et que je l'ai vu justement pour l'émission, puisque ça s'appelle Quand les bulles éclatent, qui est un docu de Hans-Peter Polland de 2017, avec tout un tas d'intervenants qui expliqueront certainement les choses beaucoup mieux que je l'ai fait aujourd'hui. Dont justement je parlais de Joseph Stiglitz qui intervient beaucoup dans ce docu, mais c'est pas le seul. Mais bon, après ça montre aussi qu'il y a, on va dire, une certaine orientation idéologique, le fait que j'ai cité lui plutôt qu'un autre dans ce docu, et clairement c'est assumé, mais je le trouve très intéressant et je vous le conseille. Je le conseille à tous ceux qui voudraient creuser un peu le sujet. Eh ben moi je vais parler d'un truc de Arte Radio. Donc avec une émission qui s'appelle Les Cassettes du Docteur Longueville, et que je trouvais assez incroyable. Donc c'est une journaliste, ou une documentariste, je ne sais pas, mais son grand-père était médecin à Charonne, donc dans le quartier Charonne de Paris. Et dans les années 80, il est allé voir ses patients les plus âgés avec un magnétophone et les a enregistrés pour leur demander à quoi ressemblait la vie à Paris, parce qu'ils sont tous du coin, quand ils étaient jeunes, donc au début du XXe siècle. Et je trouve ça assez fascinant parce que 1984 pour nous c'est pas si loin, c'est notre jeunesse, mais avec leur vie finalement ça remonte à très loin, et on voit que c'était pas mieux avant. Et c'est assez fascinant de les entendre et assez impressionnant de voir à quel point il y avait de la misère à l'époque. Une misère vraiment très, très, très forte, et de la violence et des choses comme ça. Par rapport à une situation de paupérisation où les inégalités augmentent, la pauvreté augmente également, ça donne une espèce de vision, de se dire finalement le début du XXe siècle, c'était il n'y a pas si longtemps. Ouais. C'est censé être un peu l'âge d'or, c'était le bon vieux temps, on va dire, et ben on s'aperçoit que c'était quand même une misère crasse. Le bon vieux temps sans antibiotiques, sans machin, c'est ça, voilà. C'était un bon vieux temps avec une espérance de vie assez faible. C'est exactement ça. Et puis c'était un quartier populaire, donc c'était aussi ceux qui avaient pas grand-chose. Et je trouvais ça quand même assez marquant de se dire que cette réalité est finalement pas si loin de nous que ça. C'est bon ? Ouais, non, c'est bon. On peut peut-être clôturer l'émission, même si je suis sûr que les gens ont encore envie de nous entendre, mais ils pourront peut-être le refaire dans 2 semaines. C'est ça, puisque nous faisons l'émission tous les 2e et 4e lundis de chaque mois. Et ça finit par rentrer, parce que je me trompe à chaque fois. Donc la prochaine, ce sera le lundi 22 juin. Et donc vous pouvez aller sur le site de la radio pour retrouver le podcast où nous mettons toutes les références sur lesquelles nous sommes appuyés pour faire l'émission. Donc radio-libertaire.org, et nous partageons en amont des articles et discutons éventuellement un petit peu sur je l'ai lu, www ou www superflu, mais je l'ai plus loin
Enfin, j'ai du mal. Je l'ai.lu, donc je l'ai lu, qui est une sorte de clone de Reddit, mais dans le fait divers, donc des réseaux sociaux hébergés par des structures associatives. Voilà, c'est du bon Internet. Et voilà, vous pouvez le retrouver là-bas si vous avez envie et partager par ce biais-là. Donc on va se quitter avec un dernier morceau. Ouais, c'est moi qui l'ai choisi et vous allez voir que tout est lié puisque il s'agit d'un morceau qui fait partie de la bande originale de Big Short. Je pense que vous allez entendre les 2 premières mesures, vous allez les reconnaître tout de suite. Si je vous dis When the Levee Breaks de Led Zeppelin, c'est un morceau qui conclut le 4e album du groupe, et c'est un morceau de bravoure qui a été qui a marqué tellement l'histoire du rock que les premières mesures ont été reprises et parodiées même dans beaucoup d'autres morceaux dans la foulée, notamment dans le film Godzilla de sinistre mémoire du début des années 2000 ou fin des années 90, je ne sais plus, avec Jean Reno, pour ceux qui savent. Au départ, rapidement, juste pour vous dire, When the Levee Breaks, ça veut dire quand la digue cède. C'est un morceau de blues enregistré en 1929, en pleine Grande Dépression, par Kansas Joe McCoy et Memphis Minnie. Et Memphis Minnie avait vécu de près la grande crue du Mississippi de 1927, qui avait inondé 70 000 km² de terre, tué des centaines de personnes et chassé des centaines de milliers d'habitants. Et donc c'est un témoignage direct en fait de ce que c'est que de perdre sa maison, de fuir vers ailleurs sans plus rien avoir sur soi, se être impuissant face à la catastrophe. Et je trouve ça intéressant de finir notre émission sur justement ce témoignage de petites gens qui sont emportés par une crise sur laquelle elles n'ont aucune prise. Et malheureusement, on a pu voir que ces crises, malheureusement, sont souvent non naturelles, contrairement aux crues du Mississippi. Très bien, on va écouter ça. Merci à tous. Merci et à bientôt. Et à bientôt le 22. Très bonne soirée. Bonne soirée.